de nulle part. Il a été de passage dans son douloureux trajet de l'exil. Il est passé à Bray pendant quelques mois. Et j'en garde un souvenir ému. Je ne suis pas le seul. Et le seul souvenir vraiment que j'ai, c'est quand on est allé au café Le Romery à Bray-sur-Seine et que j'étais content de pouvoir boire un café avec toi. Alors, le trajet de Mohamed, il vous en parlera, il est dans son livre. Hein. C'est... Comment dire c'est sur le corps, hein, le thème de cette nuit, de la lecture, et on s'en est un peu fichu par rapport à tel ou tel auteur. Mais Mohamed a vécu dans son corps la souffrance, la peur, l'esclavage, l'exil, la douleur. Et on parlait aussi d'un moment de résilience. Il faut être sacrément résilient pour qu'il soit là aujourd'hui, après un parcours qui a été le sien. Alors, il a fait partie des artistes en exil. Il commence à devenir un artiste dans ce pays, un poète. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre parce que je suis un peu illustre. Alors, on fait comment tu veux dire deux mots ou directement lire? Je vais proposer de lire aussi. S'il veut, il fait comme il veut. Et puis vous pouvez échanger avec lui parce que vous avez en face de vous un homme d'exception. Merci. Merci à vous tous et merci Thierry. C'est un plaisir de revenir ici parce qu'en 2016, j'ai été à Bray-sur-Seine et c'est là où j'ai rencontré Thierry et Jocelyne qui est là-bas. Et à l'époque, nous étions à peu près 83, 84 demandeurs d'asile et il fallait faire un récit de vie. Il faut trouver un interprète pour raconter son parcours d'exil et dire à l'administration française pourquoi on est là. Et je me rappelle, nous étions peut-être 2 ou 3 à parler français. Et j'ai écrit ce livre, Mon nom est Mohamed, pour vous donner l'identité de non seulement qui je suis, mais aussi celle de toutes ces personnes que vous voyez ici parfois à Bray-sur-Seine ou qui répondent au nom de migrants, exilés, sans papier ou peu importe comment on nous appelle parfois. Et dans ce livre, je raconte ma vie, je raconte mon parcours, mon enfance et aussi les difficultés passées en Libye où tout a changé, tout a basculé. Je ne parle pas beaucoup de comment j'ai commencé ma vie ici en France. C'est dommage parce que j'aurais aussi aimé mettre comment j'ai rencontré le camembert ou le vin blanc. Ça aurait été cool, mais je ne l'ai pas mis là. Alors, j'ai écrit ça avec beaucoup de comment je peux dire, beaucoup de difficultés parce que c'est quand même une grande partie de moi-même qui se trouve là-dedans. Et j'étais dans le besoin de m'exprimer et aussi de donner une identité correcte à ce que nous sommes en tant que réfugiés, en tant que demandeurs d'asile ou en tant que sans-papiers parce que sur une demande d'asile, il y en a beaucoup qui échouent et quand ils sont dégoûtés, ils deviennent des personnes qu'on surnomme sans-papiers. C'est pas leur choix, mais bon, c'est l'administration qui parfois décide de qui devient quoi. Donc, je vais commencer par Péril dans l'eau bleue, la traversée de la Méditerranée. En pleine mer, il fait très noir et très froid. Pas le temps de voir quelle heure il est. Minuit, 1h du matin, peut-être plus. C'est le départ pour la mort. Le dernier jour des sans-papiers dans un bateau qui amène plus de 600 personnes
qui s'attendent à voir une nouvelle terre. Ils ont le cœur qui bat très fort. Et on peut lire qu'en eux, l'espoir domine la peur d'affronter la Méditerranée, ce cimetière bleu qui a déjà avalé plusieurs vies, plusieurs rêves. Et ça, tout le monde le sait. Pas la peine de renoncer. De toute façon, on mourra tous un jour. Mais avant, ça vaut bien le coup de tenter de vaincre la misère, de changer sa vie, de regagner son sourire et sa dignité perdue. Et si on meurt, adieu nos âmes. Tous connaissent depuis longtemps cette histoire de mer, mais personne ne s'attend à la vérité infernale. Bien sûr qu'on sait que le malheur nous guette. Bien sûr que quand il traverse l'eau bleue, aucun homme ne peut s'empêcher de penser à la pire des situations, le naufrage. Avant de monter, chacun fait ses vœux, chacun prie, en croisant les doigts pourvu que ça marche. Et même les athées reconnaissent Dieu pour la première fois de leur vie. Le bateau est plein de personnes assises côte à côte. Il dégage une odeur désagréable, on dirait une poissonnerie. 10 personnes de plus et il explose sur place. Mais pas le choix de renoncer au rêve. Pas la peine de repousser le grand jour à un autre jour. Pas la moindre possibilité de protester face au Kalachnikov des passeurs. Alors, autant monter dans l'espoir d'arriver plutôt que se faire abattre sur place comme un animal. Une fois à bord, le regret se lit sur chaque visage, car personne ne croyait possible de traverser de cette manière, d'être forcé à monter dans un bateau prêt à craquer. On n'a pas le droit au moindre chuchotement. La punition, c'est la mort. Le mécontentement se voit, seul règne le silence. Les mendiants de rêve n'ont d'autre choix que de se taire. Quelques heures plus tard, un tonnerre retentit au fond du ciel. Quand l'éclair zèbre le ciel, on lit la tristesse sur le visage de chaque personne assise au milieu de nulle part, perdue dans la Méditerranée vaste à perte de vue. Trop loin et trop tard pour faire demi-tour. Chacun pense à sa misérable vie qu'il essaye de sauver. La mort s'annonce. Le tonnerre s'accompagne d'un violent coup de vent. Il gifle d'abord le monstre qui nous transporte, puis une succession de rafales infernales siffle de tous les côtés de la mer. Il commence à pleuvoir. Le bateau danse au rythme des vagues qui nous secouent dans tous les sens. L'eau ne se voit pas, mais on sent qu'elle se réveille. La terreur conduit certaines à une panique terrible jusqu'à réveiller les enfants qui se mettent à pleurer. Les femmes ne peuvent s'empêcher de crier comme si quelqu'un pouvait leur venir en aide. Mais il n'y a personne. Qui pourrait à cette heure de la nuit être à cette distance du rivage? Tous voient leur vie défiler devant eux en quelques minutes. Il faut être maudit pour périr comme un simple rien dans l'eau. Oh mon Dieu, que se passe-t-il? J'ai des enfants avec moi, aidez-moi. Je ne sais pas nager, s'il vous plaît. Qui peut m'aider? Je ne veux pas mourir. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut m'expliquer? Certains exigent de faire demi-tour. Mais à qui? Et comment? Ils appellent le capitaine, mais ne savent pas que dans le voyage de la mort, tout le monde est capitaine. Alors pour calmer la panique, un homme âgé s'est levé. On ne va pas mourir, écoutez-moi, je vous en prie. Je suis pêcheur et je connais bien la mer. Ça arrive souvent. Ce sont juste des vagues accompagnées d'une tempête. Ça va passer. Tranquillisez-vous, je vous en prie. Il réussit à calmer la panique, mais la majorité a toujours le visage terrifié car le tonnerre résonne très fort et même le plus courageux des hommes ne peut s'empêcher de trembler. La vie n'a pas de sens. Plus les vagues s'abattent, plus le cœur des hommes bat fort. Les enfants n'arrêtent pas de crier. D'une voix désespérée, une femme confie sa petite fille à un jeune homme. « S'il vous plaît, monsieur, je ne sais pas nager. Ma fille n'a que 5 ans. Si jamais le malheur qui s'annonce arrive, sauvez sa vie, je vous en prie. Quant à moi, je confie mon âme à Dieu. » C'est difficile, très difficile pour tout le monde. On se sent comme sur une balançoire. À chaque coup de vague, le nez du vieux monstre s'enfonce dans l'eau
avant de se projeter par un saut pour se relever. On dirait une danse, sauf que cette danse-là fait peur. Plus ça danse, plus ça grince, plus ça fait peur. Ce n'est pas le grincement qui fait peur, mais l'obscurité et les secousses qui se succèdent. Au bout de quelques minutes de coups de fouet de vagues, on entend un autre bruit, comme l'explosion d'un bois mort. Puis, la voix du grincement s'alourdit. Sûrement, une vieille planche s'est détachée, laissant une fente dans la cale du bateau. À chaque vague maintenant, l'eau pénètre sans faire trop de bruit. Encore, encore, encore et encore, jusqu'à ce que le ventre du monstre soit rassasié. Le bruit du moteur s'est envolé. On ne l'entend plus, probablement noyé. Quelqu'un crie « Pourquoi on s'arrête ?» Un autre dit à son voisin de devant de ne pas s'adosser sur lui. C'est l'inclinaison. Tous ont fini par comprendre que l'heure du péril a sonné. Le dernier jour de plus de 600 personnes en pleine mer, dans l'obscurité totale, au milieu de nulle part, dans l'eau bleue. Quand le destin touche à sa fin, on ne reconnaît même pas qui on est. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on veut vivre encore 5 minutes. L'obscurité ne permet à personne de voir où se trouve son enfant, son ami, sa femme. S'approcher ne serait-ce que les quelques minutes restantes à vivre. Une jeune fille s'écrie « Quelqu'un peut m'aider? Je ne veux pas mourir, s'il vous plaît. » Mais qui peut quoi? Enfants et jeunes filles pleurent. Un homme, son fils à son cou, cherche l'élan pour un dernier saut. Le petit, à peine 3 ans, hurle de toutes ses forces comme tant d'autres parmi les plus de 600 personnes qui vont disparaître. Pas d'échappatoire. Le bateau s'est mis debout. Cette fois, même ceux qui ne savent pas nager, qui crient au secours, n'ont d'autre choix que de plisser le visage et se jeter à l'eau. Celui qui est à l'avant du bateau observe et attend son tour. Qu'on sache nager ou pas, il faut barboter pour se maintenir à la surface jusqu'au bout de son souffle, puis se laisser vaincre dans la gueule d'une grosse vague en pleine mer, au milieu de nulle part, dans l'obscurité sous le froid glacial de l'aube. Le vent siffle de plus en plus fort, le tonnerre se déchaîne, le froid caresse le visage terrifié de ceux qui tentent leur dernier saut avant de se faire massacrer par la gueule de vague. Première victime, les femmes. Les femmes qui ne savent pas nager, qui étaient censées rejoindre leur époux en Allemagne, en Angleterre, en France, quelque part en Europe. Puis, les enfants qui n'ont jamais vu la mer, qui ne connaissent que le sable chaud de nos villages africains. Le péril n'a pas de compassion. Le barbotage ne dure pas longtemps. À l'aube, après le massacre du Bleu, on ne voit plus le bateau. On n'entend plus rien. Tout est calme. Pas de cris d'enfants, pas de femmes qui pleurent. Seules de petites vagues menacent encore un peu après avoir avalé le bateau. À la lumière de l'aube, on peut distinguer malgré la distance qui les éloigne l'un de l'autre, ceux qui flottent encore. À peine 25 sur les plus de 600 embarqués. Qui respire encore n'est pas la question, mais qui sera le prochain à périr, car un gilet de sauvetage n'est pas suffisant pour résister au grand froid dans l'eau bleue si vaste à perte de vue. L'eau est si bleue, si belle, mais si cruelle que, quand les vagues montent vers nous, notre peur nous donne la sensation qu'elles sont vivantes. On a l'impression d'un monstre qui vient se nourrir de nos misérables vies. Beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir, beaucoup d'avenir se sont éteints. Mourir est le destin de l'homme, et disparaître de cette façon, s'effacer sans laisser de traces, une double mort. Des centaines d'hommes ont péri, larmes, cœur brisé, visage froissé. Vous avez compris que l'écriture de Mohamed, c'est un témoignage.
vrai témoignage. Il n'est pas né pour être écrivain, il est devenu écrivain par nécessité, pour pouvoir mettre sur le papier ce qu'il a vécu. Et puis il est devenu un peu après poète. Et c'est pour ça que je lui demande l'autorisation de lire un de ses poèmes, parce qu'il a aussi, dans la résilience, à travers la poésie, trouvé une façon de supporter la vie. Corps côte à côte, tête pensante ailleurs, s'entasser, à l'arrière du camion. Pas de regret, beaucoup de peur. Sous le soleil chaud, brûlant. Rester coincé pendant des heures. Ne pas trop bouger au moindre chaos. Faire confiance à sa place. S'agripper très fort pour ne pas tomber. Escale, descendre, chercher son sac et repérer quelques bois morts qui traînent par terre. Les ramasser. Il fait nuit, il fait noir, il fait très froid. Allumer le feu, se réchauffer, manger dattes et ses petites arachides, boire du thé préparé au petit feu. Attention, une alerte du passeur. Il tient une kalachnikov et donne des ordres. Obéir, sans plus tarder. Maintenant, éteindre les petits feux qui nous réchauffent, se recroqueviller, dormir sans murmurer, entre amis. Il fait jour, mais toujours froid. Se réveiller, muscles tendus, yeux collés. Ouvrir la bouche, bâiller, dégager cette haleine de chacal. Aux ordres, exécution encore, monter sans plus tarder. Corps côte à côte, tête pensante ailleurs, entassé à l'arrière du camion. Le soleil se montre, il démarre, le moteur, et nous bougeons. Chauffeur drogué, à l'aise, au volant, il roule vite, comme sur un goudron, laissant poussière derrière, nous l'aspirons. Corps côte à côte, tête pensante ailleurs. C'est ainsi que nous partîmes pour ces ailleurs, coûte que coûte, en plein désert. Je ne sais pas si tu veux lire un autre extrait du périple, ou si, je ne sais pas, s'il y a des personnes qui ont envie d'échanger avec lui. Quoi, Je lirai un dernier. Oui, d'accord, bien sûr. Et c'est le tout premier que j'ai écrit quand j'étais à Avray-sur-Seine. Je l'ai écrit parce que j'avais un ami, quand j'étais en Libye, avec qui on partageait un petit matelas comme ça. Et pendant la guerre, c'était invivable. Et la seule manière de survivre, c'était soit de choisir la Méditerranée, soit c'est de choisir la traversée du désert, où probablement il y a plus de chances de se faire arrêter par des milices esclavagistes. Et il me disait qu'il veut partir en Italie, puis entrer chez lui. Et si jamais il ne donne pas de nouvelles, il faut que je contacte sa famille pour leur dire qu'il est parti, mais il n'a pas donné de nouvelles. Ça m'a hanté quand j'étais à Avray-sur-Seine et j'ai décidé d'écrire pour lui. Adieu maman. Pardonne-moi maman. Pardonne-moi d'être parti sans te prévenir. Pardonne-moi de t'avoir embarrassé. Pardonne-moi d'avoir été trop subtil, d'être parti comme un voleur, car je fuyais la terreur. Aujourd'hui, assis sur une natte, au fond de la cour, sur le sable où je jouais, larmes aux yeux, je sais que tu penses à moi qui suis ton fils unique, maman.
Tu diras à nos voisines, mon fils est parti loin d'ici, loin de toutes ces hostilités. Il aura la vie sauve, il aura un avenir meilleur et me reviendra avec un grand sourire. Ce sera le sourire de la victoire. Ce sera le sourire de la liberté. Mais non, maman. Ce serait une erreur de ta part, car à présent, je ne suis qu'un fantôme qui vit dans l'eau. Oui, j'ai péri, maman. J'ai péri au plus profond de nulle part, et mon cœur s'est éteint dans l'immense bleu. Mon corps n'est plus rien qu'un simple appât qui dans l'eau nourrira ses poissons. Adieu, maman. Adieu, mes rêves. Moi qui croyais revoir un jour ton sourire, réentendre ta voix qui m'appelait toujours dans la cuisine. Mais hélas, maman, la mer m'a surpris. Non, je ne saurais nager car je n'ai connu que le désert. Aujourd'hui, j'ai péri comme tant d'autres que moi. Adieu, maman. Adieu, mes rêves. Je ne connaîtrai pas de victoire. Je ne connaîtrai pas de liberté. Et j'en reviendrai plus jamais. Et tu ne t'en rendras compte qu'avec les temps d'années qui couleront, tu diras à nos voisines, mon fils est parti depuis très longtemps, je n'ai plus de ses nouvelles. Ton cœur te dira, mon fils a peut-être péri. Cette fois-ci, tu auras raison, maman. Ah oui, maman, ton fils n'a pas su comment nager et a péri comme tant d'autres que lui. Tu le sauras dans longtemps, tu ne l'avoueras à personne. Tu pleureras toutes tes nuits, tu pleureras tous tes jours. Tu croiras enfin ton cœur qui avait toujours raison. Et ta vie ne sera que tristesse, tu mourras de détresse. Adieu ma pauvre maman. Moi qui n'ai pas eu le temps de comprendre que le destin ce n'est pas l'homme qui le choisit, mais plutôt la vie qui le lui offre. Car ma liberté m'a coûté plus cher que ma vie. Je n'ai rien eu d'autre à donner que mon âme. Adieu maman. Adieu mes rêves. Adieu ma pauvre vie.